Eh bien, on y va. Bonsoir. On va commencer. Bienvenue et merci à tous d'être venus à cet événement De quoi la Palestine est-elle le nom, organisé par le collectif Le Havre des Luttes en collaboration avec l'Unitaire du 1er mai. On remercie également le Hangar Zéro qui a bien voulu nous accueillir aujourd'hui. À la fin de la conférence débat, on fera passer le chapeau puisqu'ils sont en campagne encore d'autofinancement. Donc si vous pouvez passer un petit quelque chose pour les soutenir, ça serait sympa. Le Havre des Luttes a pour volonté de créer des espaces dans lesquels la lutte contre les inégalités est centrale. C'est pourquoi ce soir, on aborde le sujet de la Palestine avec la situation coloniale et de guerre qui aujourd'hui inquiète et interroge. Car lutter sans réfléchir, c'est comme construire sans outils, c'est vite limité. Pour cela, nous avons l'honneur de recevoir Alain Grech, qui est directeur de Orient 21 et Afrique 21, et Jonathan Ruff, militant chez Tzedek, collectif juif décolonial. Je vais les laisser se présenter. À la fin de la conférence, il y aura un temps de questions-débats. Alors, par contre, on n'a pas de micro portatif, donc pensez à bien lever la main, qu'on puisse vous voir et parler bien fort, qu'ils puissent vous répondre. Et nous vous présenterons ensuite l'événement qui est à venir le 10 décembre, que nous avons organisé également, mais qui cette fois-ci se passera à Harfleur. À l'UL d'Harfleur. Voilà, donc désolé pour le retard, merci à tous d'être venus et bonne conférence. Alors bonsoir à toutes et à tous et un grand merci au Havre des Luttes pour son invitation. On va commencer par présenter chacun de nos différents travaux et du coup notre appartenance. Moi je vais vous parler de Tzedek, ensuite Alain vous parlera d'Orient 21. Et du coup, je vous présente le collectif immédiatement. Ensuite, on fera un petit point sur l'historique de la situation en Palestine. Et moi, je reviendrai un petit peu plus sur la Palestine et de quoi est-ce qu'elle peut être le nom, à la fois dans les relations extérieures de la France, mais aussi, plus précisément, à l'intérieur du pays. Alors, Tzedek, c'est un collectif de juifs et juifs décoloniaux qui sont issus des mouvements sociaux, antiracistes, de solidarité avec la Palestine, ou tout simplement qui ressentent le besoin et l'envie de militer pour la première fois à travers le prisme de leur judéité. Quand on parle de judéité, c'est quelque chose de large, ça peut être effectivement une foi ou une pratique religieuse, mais ce n'est pas seulement ça, et certaines et certains d'entre nous sont juifs sans avoir de pratique religieuse, mais ressentent le besoin en fait de partager en fait nos vies culturelles et d'échanger autour de ce qui nous rassemble. Le terme de Tzedek, en hébreu, il se définit par justice, et c'est également un concept de la tradition hébraïque, y compris au sens social du terme. Et ce concept, c'est le fil conducteur de notre militantisme. Nous conjuguons du coup notre identité juive à la lutte antiraciste et faisons de cette dernière un élément qui est central dans nos judéités. Et c'est parce qu'on ne trouvait pas d'organisation sur notre ligne politique, en dehors de l'Union juive française pour la paix, dont je fais également partie et qui demeure une de nos plus grosses références et même un pilier à travers lequel certaines et certains d'entre nous se sont construits, que nous avons décidé de créer notre propre espace. Alors, parmi nos objectifs se trouve évidemment la lutte contre l'antisémitisme et pour la libération du peuple palestinien, mais nous tâchons de porter une parole juive antiraciste depuis là où nous vivons, la France, parce que c'est pas n'importe quel contexte. Nous évoluons dans un environnement où l'islamophobie d'État progresse, où l'on chasse les exilés, où la police tue des jeunes noirs et arabes en toute impunité, affirme son anti-tsiganisme en persécutant les différentes communautés dites de gens du voyage et instaure une négrophobie structurelle dans ces colonies d'outre-mer, en dehors du fait que nous sommes le deuxième plus grand vendeur d'armes, en en étant fiers, et que nous gardons des liens toujours de mise sous tutelle avec certaines anciennes colonies d'Afrique. Vivre en France en tant que militant antiraciste, c'est pas seulement s'opposer moralement au racisme, mais plutôt pour nous comprendre les mécanismes du racisme de manière structurelle, et particulièrement dans ce pays qui traîne derrière lui un très lourd passif, que ce soit par son passé colonial ou la collaboration avec l'Allemagne nazie. Notre collectif est apparu pour la première fois publiquement
pendant une manifestation qui commémorait les 10 ans de la mort du militant antifasciste Clément Méric. C'était pour nous important, d'autant que nous avons des liens idéologiques et amicaux et politiques très forts avec les différents groupes antifascistes à travers la France. Et c'est également ce même jour qu'a été publié et diffusé notre manifeste que vous pouvez retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux. J'en ai malheureusement plus à vous proposer, mais je pourrais vous l'imprimer si vous le désirez. Suite aux événements du 7 octobre, dont nous allons en parler tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui presque dépassés par les sollicitations médiatiques ou liées à des invitations à des événements, et surtout par le nombre de personnes qui nous ont contactés dans le but de nous rejoindre. C'est quelque chose qui nous émeut, mais on ne va pas vous mentir, pour un collectif qui s'est créé il y a seulement quelques mois, donc on est apparu en juin à cette manifestation antifasciste. Entre-temps, il y a eu l'été, le temps de commencer à vouloir se structurer. Ça fait concrètement seulement 3 à 4 mois qu'on existe et 1 ou 2 mois qu'on commence à avoir des activités politiques. Donc c'est pas une mince affaire, ou encore plus avec la voix qu'on essaye de porter. Et c'est pour nous un signe que notre parole, par contre, demande à être un minimum entendue. Et d'autant que les médias qui nous ont donné la parole les premiers ne se limitent pas vraiment à l'entre-soi de gauche. On a été agréablement surpris. On a été sollicité par Combini, par le Huffington Post, France 24, Le Parisien, 20 minutes, et on a parfois eu plus de difficultés à être reçus par des médias de gauche, en tout cas au début des événements qui ont suivi le 7 octobre. Concernant nos actions, nous avons initié une première tribune qui rassemble 100 personnalités juives appelant à un cessez-le-feu immédiat et permanent, qui s'est ouverte dans un second temps à signature. Il y a 3 semaines, on était à 1075 signatures. Aujourd'hui, on est à plus que 5000. Bon, on va être franc, on a vérifié. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas juives qui l'ont signé, mais l'immense majorité de ces personnes sont juives. Et nous sommes aujourd'hui à, je sais pas, 5 ou 6 000 signatures, dont moins, je dirais, allez, 3 voire 4000 personnes juives, ce qui n'est pas rien, compte tenu de la marginalisation de nos idées et de nos opinions. Et nous sommes aussi à l'initiative de la formation d'un cortège juif dans les manifestations parisiennes pour le cessez-le-feu, et qui encourage des juifs et des juifs à manifester avec nous. C'est aussi des lieux d'échange dans lesquels on rencontre des gens aussi qui ne savent pas si elles veulent nous rejoindre en tant que tzedek, mais qui veulent en tout cas renouer avec leur judéité, notamment par le prisme de soutien à la Palestine qui pour eux définit une identité, fait partie prenante de leur identité en tant que juifs, et qui ressentent aussi le besoin de parler, parce qu'il y a des fois où ça s'avère conflictuel dans l'environnement familial, dans l'environnement communautaire, pour celles et ceux qui vont à la synagogue. Et puis enfin, un des objectifs de Tzedek, c'était aussi de créer un espace de parole et d'échange entre juifs et de juifs qui se réapproprient la richesse et la richesse de la diversité de nos cultures. Ça peut être des fêtes. Demain, il y a Hanouka qui commence, on a prévu de le faire entre nous, et aussi des cérémonies comme des bar mitzvahs. Et malheureusement, ces projets sont mis en cause à cause de l'actualité, tout simplement. Bon, peut-être pas pour Hanouka, mais tout simplement parce que ça nous prend énormément de temps, et qu'on a déjà du mal à suivre toutes les sollicitations qu'on a. Et puis pour finir, bien sûr, en tant que militants juifs et militants juifs, nous sommes impliqués au sein de la campagne de boycott des produits israéliens, BDS, partout où nous le pouvons, parce que je ne l'ai pas précisé, mais Tzedek, ce n'est pas un mouvement qui n'est que français. Là, on est passé d'une quarantaine à beaucoup plus de personnes qui nous sollicitent. Je ne saurais pas vous dire exactement combien, mais il y a des antennes qui sont en train de se créer un peu partout. Si parmi vous, il y a des juifs et des juifs d'ailleurs qui veulent nous rejoindre ou en parler, ou tout simplement parler avec nous après cette rencontre, c'est avec plaisir. Et puis, à travers différentes actions interorganisationnelles, que ce soit moi j'appellerais pas ça des happenings, mais des moments de visibilité devant l'ambassade israélienne, comme ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Pour les syndicalistes, pour certains syndicalistes, vous en avez qui ont participé à des actions dans des gares. Et voilà, pour le moment, ça demande, on ne demande qu'à grossir. Et voilà pour la présentation de Tzedek, pour vous dire que nous sommes à la fois antiracistes, nous sommes des coloniaux, et le prisme de notre judéité, Tzedek, qui se définit par la justice sociale, c'est ça, parce que pour nous, en parlant de l'histoire juive,
qui est terrible sur certains aspects. Dire plus jamais ça, ça ne s'applique pas seulement pour les juifs et pour les juifs, mais partout là où la dignité humaine est bafouée. Il arrive. Je suis né en Égypte. Je suis arrivé à l'âge de 14 ans en France. J'ai fait toutes mes études en France. Et très vite, après un passage bref par les mathématiques, je me suis intéressé à la politique et à l'histoire du Proche-Orient. J'ai fait ma thèse sur l'Organisation de libération de la Palestine. Et puis je suis entré au Monde diplomatique, le journal, où j'ai travaillé 30 ans. Et dont j'ai été pendant 10 ans le rédacteur en chef. Et depuis que j'ai pris ma retraite, j'ai créé, si je peux dire, j'ai créé Orient 21, qui est un journal en ligne gratuit. Nous publions un article par jour qui concerne le monde arabe et musulman, non seulement en français, mais aussi en arabe, en persan et dans 2-3 autres langues. Et nous essayons de couvrir l'actualité. En ce moment, l'actualité, pour l'essentiel, évidemment, c'est Gaza. C'est une plateforme qui se veut à la fois une plateforme d'information, mais une plateforme qui ne pense pas que l'information elle est neutre ou que les journalistes sont objectifs, mais qu'il y a des prises de position à avoir ou des combats à mener. Et depuis que nous sommes nés, il y a 2 combats essentiels, disons, qui ont été la Palestine, et l'autre, c'est la lutte contre l'islamophobie. Orient 21, c'est un journal en ligne. Si on avait dû le faire en papier, on n'aurait pas pu, parce que ça aurait été trop cher. C'est un journal en ligne qui vit essentiellement de ses lecteurs, c'est-à-dire que c'est gratuit. Vous y avez accès tous les jours. Il y a une lettre hebdomadaire gratuite qui vous informe de ce que nous publions. Et c'est un journal qui est, comment dire, non, j'ai perdu le fil. Donc, le fait d'avoir tous les jours cette activité, ça nous permet un échange important avec nos lecteurs, et à travers les campagnes de dons, mais aussi à travers les échanges et aussi à travers les débats. Nous avons aussi 2 autres activités qui sont intéressantes. Nous avons créé avec une demi-douzaine de journaux du monde arabe un réseau d'information sur le monde arabe, en général avec des journaux qui sont la plupart en ligne, qui vivent dans des situations très difficiles, notamment depuis la fin des printemps arabes, mais avec qui nous développons une coopération. Nous publions des choses, nous publions des articles en commun, nous publions des dossiers, nous essayons de maintenir un réseau de solidarité entre les 2 rives, disons, de la Méditerranée. Et l'autre activité que nous avons, on a une collection de livres avec Libertalia. Vous trouverez quelques exemplaires de ce livre-là tout à l'heure, si ça vous intéresse, qui sont pour beaucoup consacrés à la Palestine. Voilà. C'est tout. Donc on va commencer peut-être la conférence sur une histoire un peu de la Palestine, justement, de quoi la Palestine est-elle le nom à travers le temps, et peut-être nous expliquer ce que c'est que la Nakba, par exemple, et pour arriver jusqu'à aujourd'hui, et ce qui se passe depuis plus d'un mois et demi. Voilà, et je demande à Alain de répondre sur cette question. Merci. Je vais parler debout, peut-être que vous entendrez mieux. Donc je vais partir de la question de quoi la Palestine est-elle le nom, avec une question qu'on rencontre souvent, enfin que moi je rencontre souvent, en disant mais pourquoi la Palestine? Après tout, il y a d'autres crises dans le monde. Il y a le drame au Congo, il y a la désagrégation du Soudan, avec des fois plus de morts qu'il y en a en Palestine. Pourquoi la Palestine est-elle si importante? Et ça me permet de dire qu'en fait la Palestine, elle est aujourd'hui, comment dire, l'image de la lutte contre le système colonial. Et quand on voit depuis les années 60 les grandes luttes qui ont
qui ont rythmé les mobilisations à travers le monde. Il y a eu celle du Vietnam, celle de l'Afrique du Sud et aujourd'hui celle de la Palestine. Et ce qui est intéressant avec la Palestine, c'est que vous avez pu voir que vous avez des manifestations en Amérique latine. C'est peut-être en Amérique latine où les gouvernements ont été le plus courageux, puisqu'il y en a 3 qui ont rappelé leurs ambassadeurs. Il y en a un qui a rompu les relations diplomatiques avec Israël. Pourquoi cette mobilisation? Et ça m'amène à une seconde question qui est souvent mal comprise en France. C'est souvent on vous présente ce qui se passe là-bas en termes de conflit ou en termes de lutte entre 2 peuples qui se disputent la même terre. Aujourd'hui, d'une certaine manière, vous avez cette réalité, je reviendrai, c'est-à-dire de la présence sur le territoire historique de la Palestine d'environ 7,5 millions de juifs israéliens, 7,5 millions de Palestiniens, mais c'est une vision totalement déformée du conflit. C'est l'idée, il y a deux protagonistes, ils s'affrontent, il y a des extrémistes des 2 côtés, et qu'il faut trouver... Bon, je ne sais pas pourquoi c'est... Voilà, il y a des extrémistes des 2 côtés qui empêchent de faire la paix. Si tout le monde y mettait de la bonne volonté, ça ne se ferait pas. Et ça, je crois que ça occulte ce qui a été le caractère fondamental du mouvement sioniste et de l'immigration juive en Palestine, c'est-à-dire son caractère colonial. Je rappelle très brièvement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'en gros, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les puissances, à l'époque dominantes, les États-Unis sont une puissance relativement secondaire, la France et le Royaume-Uni se partagent le Proche-Orient. C'est-à-dire la France prend le contrôle du Liban, de la Syrie. Les Britanniques, qui contrôlent déjà l'Égypte, vont prendre le contrôle de l'Irak, de la Jordanie et de la Palestine. Et pour eux, c'est un élément important de leur stratégie. Et dans le cadre de cette stratégie, ils vont s'allier à un mouvement qui est né à la fin du XIXe siècle, qui s'appelle le mouvement du sionisme politique, alors c'est intéressant de comprendre son origine. C'est-à-dire, au départ, c'est des mouvements qui sont nés dans les anciens empires qui existent avant la guerre de 14-18, c'est-à-dire l'empire tsariste, l'empire austro-hongrois et l'empire ottoman. Il y a à ce moment, vous avez étudié ça en classe, le mouvement des nationalités, c'est-à-dire il y a des luttes des Grecs pour l'indépendance, des Serbes, et il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement sioniste qui dit les Juifs forment une entité nationale et ils ont besoin d'avoir l'autodétermination comme les autres minorités. Voilà. Et on peut discuter, je ne veux pas discuter avec vous à ce moment, est-ce que les Juifs forment un peuple, une nation, etc., etc. Mais ce qui crée la différence entre le mouvement sioniste et les mouvements de type serbe ou croate, ou même le mouvement du Bund, qui était un mouvement qui organisait les Juifs, un mouvement socialiste qui organisait les Juifs de l'Empire tsariste, c'est de dire, oui, nous voulons un État, mais nous allons le créer ailleurs, et nous allons le créer en Palestine. Et c'est ça qui fait le caractère colonial, c'est-à-dire qu'on va ailleurs, où il y a déjà des habitants, disons, et où, d'une certaine manière, on veut les remplacer. Et le mouvement sioniste a toutes les caractéristiques des différents mouvements coloniaux qui, à l'époque, d'ailleurs, le mouvement sioniste se réclame ouvertement du colonialisme. À l'époque, c'est pas honteux. Au fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, je veux dire, l'Europe pense qu'elle a tous les droits partout et qu'elle peut envoyer des colons partout. Et alors, le mouvement sioniste va avoir ces caractéristiques de mouvement colonial pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'au sens propre, ils envoient des colons. Alors, juste un mot, c'est-à-dire que le monde, à la veille, au lendemain de la Première Guerre mondiale, est divisé a été partagé par les grandes puissances. L'essentiel des pays vit, l'Amérique latine étant un peu à part, sous contrôle soit britannique, soit français. Mais il y a 2 types de colonialisme. Il y a le colonialisme, je dirais, de contrôle. Par exemple, les Britanniques contrôlent l'Inde avec peut-être 20 000 soldats britanniques. Tout le reste, c'est des Indiens qui vivent sous domination. Et puis, il y a un colonialisme de peuplement qui est tout à fait différent, c'est-à-dire on envoie des gens
Alors, avec la volonté plus ou moins affirmée de soit d'exploiter les indigènes, soit de les remplacer. Alors, on a le cas le plus connu, c'est l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, où ce colonialisme va aboutir à l'extermination des peuples premiers. C'est aussi le cas en Australie, c'est le cas en Nouvelle-Zélande. Puis vous avez des cas où il va y avoir une coexistence, si on peut parler de coexistence, qui est le cas de l'Algérie, par exemple, ou de l'Afrique australe. Mais les colonialismes de peuplement sont assez peu nombreux. C'est-à-dire il y en a une dizaine dans l'histoire, disons, du 19e et 20e siècle. Donc le mouvement sioniste fait partie d'abord du colonialisme de peuplement, avec tout à fait l'idée qu'on apporte la civilisation. C'est-à-dire, ils y croient vraiment, c'est pas... Je veux dire, on peut le voir aujourd'hui en disant, mais comment ils pouvaient penser ça? Mais ils pensent que c'est des barbares qui vivent là-bas, et que, au mieux, on va les civiliser, et au pire, bon, c'est la loi de l'histoire que les peuples arriérés vont disparaître, quoi. Donc le sionisme s'inscrit dans ça, et puis il s'inscrit aussi dans l'idée que il y a une puissance, c'est-à-dire, aujourd'hui, le mouvement sioniste, pour dire, mais non, on n'était pas des mouvements coloniaux, c'est de dire qu'on n'avait pas de métropole, contrairement aux Français d'Algérie. D'abord, bon, les Français d'Algérie, ils étaient des fois issus d'Espagne ou d'autres pays européens, mais en fait, le mouvement sioniste n'aurait jamais pu réussir son implantation s'il n'y avait pas eu le Royaume-Uni qui avait décidé, pour des raisons tactiques, qu'il avait besoin d'un allié en Palestine pour l'aider à contrôler la Palestine. Et donc, c'est le deuxième aspect qui fait que c'est un mouvement colonialiste au sens propre. Et alors, il y a un élément qui est important à comprendre, parce que quand on discute, là aussi, j'imagine que vous discutez avec les gens autour de vous, mais on vous dit, mais il y a un rapport spécial entre les Juifs et Jérusalem, ce qui est vrai. Il y a un rapport spécial entre les Juifs et Jérusalem, il y a un rapport spécial entre les chrétiens et Jérusalem, et puis aussi les musulmans. Mais si vous voulez, ce rapport, d'abord, il faut rappeler que avant la Première Guerre mondiale et avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire quand l'Empire ottoman régnait sur la Palestine, les Juifs allaient, notamment les Juifs religieux qui voulaient mourir en Terre Sainte, parce que c'était là que devait arriver le Messie, donc ils voulaient être proches du moment où le Messie arriverait et recréer l'État d'Israël. Donc on est tout à fait dans cette... il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'empêchement fait aux Juifs ou à qui que ce soit d'aller en Terre Sainte, sauf évidemment s'il y avait des conflits locaux, etc. Donc, la question de la légitimité quand même de cette revendication, je pense que les gens avec qui nous discutons et qui ont une sympathie pour Israël ne comprennent pas, ne formulent pas ça, mais si on arrive à le formuler, c'est évident que on ne peut pas fonder la légitimité sur un territoire à partir d'un texte qui date d'il y a 5000 ans, qui est la Bible. En plus, comme disait Ilan Pappé, qui est un historien israélien, il disait les sionistes, ils sont tous athées, mais ils croient que Dieu leur a donné la terre promise. Donc, bon, il y a effectivement une contradiction, et c'était vrai, la plupart des premières générations sionistes n'étaient absolument pas religieuses. Mais ça, c'est une anecdote. De toute façon, c'est évident que si les Français venaient en disant « mais Charlemagne a régné sur la moitié de l'Europe et au nom de cet empire de Charlemagne, nous avons droit à des territoires », tout le monde rigolerait. Mais paradoxalement, quand il s'agit du judaïsme, enfin du sionisme, on accorde du crédit à ça. Alors, il y a l'aspect, évidemment, qu'il y a une sympathie qui est née du génocide du génocide et de la persécution des Juifs, mais ça ne suffit pas à justifier la revendication sur la Palestine, d'autant que, comme disent les Palestiniens, le génocide, c'est vous, les Européens, qui l'avez commis, c'est pas nous, et nous n'avons pas à en payer le prix. Donc, je dis ça, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que ça a des conséquences sur, après, comment on lit toute l'histoire. Vous pouvez lire, il y a des gens qui vous disent, mais c'est une lutte entre deux légitimités. Mais je pense qu'il faut contester ça. Et qu'à partir du moment où on conteste ça, on arrive à la situation qui est de mieux comprendre ce qui se passe.
Et ce mouvement sioniste, à partir des années 30 et 40, il faudrait... Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais l'essentiel des Juifs qui sont allés en Palestine n'étaient pas sionistes. Ils ne voulaient pas construire... Ils ne voulaient pas faire fleurir le désert, mais ils n'avaient pas d'endroit où aller. Il faut rappeler quand même que dans les années 20, 30, au moment où monte l'antisémitisme en Allemagne et en Europe centrale, les États-Unis, parce qu'ils ne veulent pas des Juifs, prennent des mesures extrêmement importantes qui fait qu'ils refusent de les accueillir aux États-Unis. C'est-à-dire à partir de 25. Et ça va durer jusqu'en 50. C'est-à-dire que même pour les rescapés du génocide, les États-Unis vont mettre des barrières très strictes. Et les Européens aussi. Donc les gens, ils ont effectivement à fuir les pouvoirs des nazis ou bien les autres pouvoirs fascistes, mais ils vont là-bas, ils vont un peu en tant que réfugiés. Mais le problème, c'est que le mouvement sioniste ne les installe pas en tant que réfugiés. Comme disait un certain nombre de Palestiniens dans les années 20-30, si nous, on était prêts à les accueillir en tant que réfugiés, qui fuient les persécutions, comme l'Empire ottoman avait accueilli les Juifs chassés d'Espagne après la reconquête au XVe siècle par Isabelle la Catholique. Mais nous ne sommes pas prêts à les accueillir s'ils viennent en nous expliquant qu'ils vont nous remplacer. Donc, il s'est créé une situation dans laquelle les communautés juives qui représentaient 5% de la population en 1914 en représentent, au moment de la Seconde Guerre mondiale, un tiers de la population. Parce qu'ils ont été entraînés, aidés par les Britanniques, etc., ils ont une force militaire, politique, et ils vont décider qu'il faut créer un État juif. Un État juif que les Palestiniens vont refuser. Vous savez qu'en 1947, l'Assemblée générale des Nations unies décide de partager la Palestine en deux États, un État juif, un État arabe. Les Palestiniens refusent, mais ils refusent pour une raison évidente, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'installe chez vous et qui vous dit au bout de 30 ans, ben écoutez, maintenant on va partager l'appartement en deux. Ils n'étaient pas prêts à accepter ça, ils étaient pour un État fédéral, il y avait une autre proposition qui est un État fédéral qui a été refusé. Qu'importe le détail de l'histoire, c'est une histoire compliquée, mais il va y avoir une guerre que Israël va gagner et dans laquelle il va y avoir un élément important dont Marine a parlé, qui est la Nakba, c'est-à-dire entre 1947 et 1949, les groupes sionistes, avant la création de l'État d'Israël et ensuite l'armée d'Israël, vont mener une politique systématique d'expulsion des Palestiniens, que les Palestiniens vont appeler la Nakba, avec 700 à 800 000 personnes qui vont être chassées de leur maison. Quelqu'un faisait remarquer, je lisais dans la presse, que 700 ou 800 000 personnes chassées de leur maison, c'est moins que ce qu'il y a à Gaza aujourd'hui. On en est à pratiquement 2 millions de gens qui ont été, enfin 1,7 million qui ont été chassés chez eux. Donc, ça va aboutir à cette Nakba qui va être la première, enfin, ça veut dire la catastrophe. On pourrait presque traduire par l'Holocauste aussi, même si c'est pas du tout, c'est pas faire une comparaison, mais pour eux, pour les Palestiniens, c'est un choc majeur, et c'est un choc qui va effectivement déstructurer la société palestinienne. Et à partir de là, on va entrer dans une... Alors, juste un mot aussi qui est intéressant, si on peut dire sur la Nakba, c'est que depuis 1947-1948, les Palestiniens ont expliqué, il y a eu des historiens palestiniens, etc., qui ont dit on a été chassés de chez nous, c'était une politique systématique, etc. Les Israéliens ont dit mais non, c'est pas vrai, et les Occidentaux qui ont écrit l'histoire, y compris en France, ont repris cette histoire israélienne, parce que évidemment les Israéliens, eux, ils ne peuvent pas mentir, tandis que les Palestiniens, vous savez, c'est des Arabes, ils sont un peu fourbes, ils ne sont pas très développés, ils n'ont pas de vrais historiens, etc. Il a fallu attendre les années 80 avec ce qu'on a appelé les nouveaux historiens israéliens, qui ont repris en fait les thèses qu'avaient développées les historiens palestiniens. Simplement, ils ont eu, eux, accès aux archives israéliennes qui ont prouvé qu'il y avait eu une politique délibérée de Ben Gourion d'expulser les Palestiniens. Je vais arrêter là en disant simplement que ce court exposé
met en lumière deux choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, et il y a sur le territoire de la Palestine, comme j'ai dit tout à l'heure, 7,5 millions d'Israéliens juifs, 7,5 millions de Palestiniens, et c'est une réalité. On ne peut pas retourner, je crois qu'on ne peut pas retourner en arrière. Mais en même temps, toute solution nécessite de reconnaître que ça, ce qui se passe a été fait sur la base d'une injustice fondamentale et qui demande une réparation qui peut être matérielle, qui peut être morale, mais la reconnaissance qu'il y a eu une politique systématique d'expulsion et de liquidation de la société palestinienne. Et la deuxième chose, et je termine là-dessus, c'est que aujourd'hui, on a l'impression, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a deux parties égales qui se battent. Mais c'est une plaisanterie. Je veux dire, on le voit dans ce qui se passe à Gaza, en termes militaires, en termes politiques, on a une puissance occupante qui est toute puissante et des occupés qui se battent comme ils peuvent. Et ça, c'est aussi une chose qu'il faut accepter de reconnaître parce que dans la réalité, comment dire, on ne peut pas trouver une solution si on ne fait pas pression sur la partie la plus forte. C'est celle qui domine. Les Occidentaux, ils ont en général tendance à faire pression sur les Palestiniens en disant faites plus de concessions, il y aura la paix. C'est pas vrai. La question là, c'est nous avons une puissance qui est occupante, en dépit, en violation du droit international tel qu'il est reconnu par tout le monde, y compris la France, y compris même les États-Unis qui disent il faut 2 États, etc. Mais ce n'est encore une fois, si on veut demain aller vers une solution des négociations, elle ne pourra pas aboutir si on ne prend pas en compte le fait que le rapport de force est totalement déséquilibré et que il faut imposer à la population, à l'État d'Israël, les mesures qui sont conformes au droit international. Le droit international aujourd'hui dit il faut 2 États. Alors, on peut discuter là, je dis, il y a des gens qui disent il ne faut pas, c'est pas possible, etc. Mais qu'importe. Je voyais aujourd'hui un communiqué du gouvernement français, comme on aime en faire, c'est-à-dire pour dire c'est pas bien ce qui se passe en Cisjordanie parce que les colons ils attaquent les Palestiniens, etc. Mais ça fait des années qu'on le dit et ça fait des années qu'on ne fait rien. Et le problème aujourd'hui des pays occidentaux, c'est qu'ils prétendent qu'ils ont une position équilibrée, mais dans la réalité, ils n'ont pas une position déséquilibrée, ils sont du côté de l'occupant, et c'est problématique pour la situation là-bas, mais c'est aussi problématique pour les idées universelles et de droit international que nous prétendons défendre. Merci. Avant de revenir un peu sur les relations externes et internes qui concernent la France et le conflit israélo-palestinien, et non pas le conflit d'Israël contre le Hamas, comme on l'entend depuis 2 mois, comme si c'était une guerre, comme si c'était une guerre qui avait commencé le 7 octobre. Je voulais juste revenir sur 2-3 précisions concernant notre ligne avec Tzedek. Très souvent, par exemple, on considère, certaines personnes considèrent qu'on a des discours extrêmes vis-à-vis des Juifs et des Juifs qui ont fui la Shoah ou les massacres et les différents pogroms dans les pays de l'Est, parce qu'ils considèrent qu'en fait, nous, quand on va soutenir la Palestine de la mer au Jourdain, comme on le dit, dans leur imaginaire, c'est qu'on a envie de jeter tous les Juifs dans la mer. Il ne s'agit absolument pas de ça. Et il ne s'agit pas non plus de remettre en cause le fait que si vous êtes un Juif allemand à la sortie de la guerre, il est tout à fait compréhensible que vous ayez envie de partir, encore plus si vous êtes resté dans un pays comme la Pologne où les pogroms ont continué après la Seconde Guerre mondiale. Mais les Palestiniens ne sont en rien responsables de cette situation et les Palestiniens n'étaient pas spécialement hostiles au fait d'accueillir cette nouvelle population. Le problème, c'est d'avoir spolié leurs terres. Dans certains courants sionistes de gauche, voire même d'extrême gauche aujourd'hui, on prétend par exemple que les kibbutz c'était quelque chose de progressiste. Alors c'est vrai que sur le papier, un kibbutz, en gros c'est un lieu autogéré où on partage, etc. Mais dans l'application, ça reste bâti sur des terres qui ont été confisquées par la force
à une population, et où, entre parenthèses, il y avait aussi une ségrégation très très forte entre les juifs orientaux et les juifs ashkénazes. Et finalement, ce qu'on oublie quand même parfois de dire, c'est que malheureusement, Israël est aussi un reflet du suprémacisme blanc occidental. Et aujourd'hui, c'est un aboutissement logique d'avoir un gouvernement d'extrême droite aussi violent. Moi, je vais plus revenir sur le contexte français, particulièrement étant dans un collectif juif. Il y a quand même des raisons. Alors, il y a un contexte particulier en France, pourquoi ? Parce que il y a des raisons historiques. Nous venons, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une puissance occidentale, et la France est un pays dans lequel le conflit israélo-palestinien résonne particulièrement pour plusieurs raisons. Déjà, parce que nous vivons dans le pays d'Europe où se trouvent les communautés arabo-musulmanes et juives les plus importantes. Il y a environ 5 millions d'arabo-musulmans et encore plus de musulmans si on compte des populations d'Afrique de l'Ouest ou même d'autres pays qui sont musulmans, comme la Turquie, comme certains pays du Caucase, et entre 600 voire 700 millions et 1 million de juifs si vous prenez des gens qui sont issus de couples mixtes. 700 000, oui, pardon, excusez-moi, 700 000, j'ai dit 700 millions, c'est la fatigue. Si vous prenez les couples mixtes, alors, lorsque vous transposez ça au passé colonial d'un côté et collaborateur de la France de l'autre, il est logique que certains trouvent que des juifs en fait trouvent une attache pour l'État d'Israël, parce qu'on ne peut pas faire comme si Israël en tant que juif c'était la Finlande. Quasiment toutes les juives et les juifs que je connais à titre personnel ont de la famille en Israël, et la question israélienne est quand même quelque chose qui revient lorsque vous avez une vie communautaire et religieuse d'un côté. De l'autre, la Palestine, Alain l'a dit tout à l'heure, est une lutte coloniale, peut-être aujourd'hui la dernière en fait au sens étatique, même s'il y a d'autres cas dont on pourrait parler comme la Kanaki ou d'autres, mais en tout cas c'est une situation coloniale, et donc elle a un écho partout, notamment chez les populations du Sud global. Tu parlais de l'Amérique du Sud, c'est le cas, mais c'est aussi le cas dans pratiquement toutes les anciennes colonies, et plus particulièrement chez les populations arabes. Alors, chez Tzedek, en fait, nous, on aurait tendance à dire que, étant donné nos passés, pour faire bloc, on doit aussi analyser les mécanismes de l'islamophobie et de l'antisémitisme qui sont les deux faces d'une même pièce. Je ferai le lien avec la Palestine après, vous allez voir. Les États-nations européens, en fait, ont fait du juif une des premières figures de l'altérité. Et aujourd'hui, bien que l'antisémitisme persiste, c'est l'islamophobie qui structure la majorité des nationalismes européens, et la figure du musulman qui représente l'altérité, l'intrus au sein des nations prétendument dites judéo-chrétiennes. Ce concept aussi est intéressant. Une civilisation judéo-chrétienne, c'est quoi pour vous ? Je veux dire, nous en tant que juifs et juifs, on a beaucoup de mal avec ce concept, sachant que les personnes, et plus particulièrement pour les populations ashkénazes qui nous ont parqués dans des camps d'extermination, étaient blanches, alors qu'il y a parallèlement eu des civilisations judéo-musulmanes arabes et des civilisations judéo-arabes, on peut le dire. Du coup, faire d'une civilisation judéo-chrétienne, en fait, ça renvoie complètement au concept suprémaciste de l'État d'Israël. Les théories du complot caractéristiques de l'antisémitisme aujourd'hui sont mobilisées contre les personnes musulmanes, accusées de vouloir déstabiliser et diviser la société. Vous savez, c'est l'ancienne théorie de la domination juive. Aujourd'hui, on peut la trouver avec celle du grand remplacement, qui chercherait à islamiser l'Europe. Et du coup, font toujours des juifs et des musulmans des menaces existentielles pour la civilisation occidentale, et ça justifie donc la violence à leur égard. La France s'enfonce dans l'islamophobie d'État, et les mécanismes idéologiques des politiques racistes sont similaires à ceux qui ont permis de mettre la stigmatisation et l'exclusion des juifs en Europe. Je pense qu'on ne le précise pas assez non plus. Certaines et certains d'entre vous vont me demander le lien avec la Palestine. Et ben, en fait, si vous prenez en compte ces éléments, cette question, la question palestinienne en elle-même, elle déborde de ce cadre. Parce qu'historiquement, la répression de la solidarité avec les Palestiniens en France, elle est intimement liée à la répression des luttes anticoloniales, des luttes de l'immigration et des organisations d'extrême gauche dans les années 60-70. La création des comités de soutien à la révolution palestinienne, les comités de Palestine puis le mouvement des travailleurs arabes a joué souvent un rôle clé dans l'organisation et la politisation des travailleurs immigrés, et contribué à construire des ponts entre les luttes de l'immigration et le mouvement ouvrier. Et c'est pas quelque chose de nouveau, mais d'historique et encore d'actualité dans les mouvements sociaux français. On le voit encore aujourd'hui. Si cette politique s'adossait dans les années 60-70 à la figure d'épouvantail du militant tiers-mondiste d'extrême gauche, elle s'articule aujourd'hui à la construction de la figure du musulman comme un ennemi intérieur fondamental.
Et les populations passées sous silence et réprimées restent les mêmes. En 2014, on observe déjà un premier tournant avec la forte mobilisation dans les quartiers populaires autour de la solidarité avec les Palestiniens, qui déborde largement du cadre des partis politiques, et ce qui mènera le gouvernement socialiste, prétendument socialiste de Manuel Valls, à interdire les manifestations. Et comment dire, comme c'était le cas au début du mouvement cette année, à Paris, et c'est depuis un phénomène qui s'observe régulièrement, pas seulement sur la question palestinienne. On a vu que les manifestations et la répression, ça touche tous les mouvements sociaux, et que ça s'est amplifié avec la loi travail ou les gilets jaunes, mais les interdictions sont récurrentes, et on les a observées récemment en 2021 et au début du mouvement. La situation politique a également changé. C'est devenu tellement désastreux qu'on pourrait en arriver à défendre Dominique de Villepin, voire même à faire de lui une personne sympathique. Bon, méfiez-vous, hein. Il suffit de voir son passé récent, notamment sur sa politique africaine, pour déchanter assez rapidement. Mais juste, et d'ailleurs, c'est pas forcément une bonne chose, mais juste parce qu'il a donné un aperçu de ce qu'était la politique française il y a 20 ans vis-à-vis de la situation au Proche-Orient, aussi imparfaite et même, moi je dirais plutôt quand même mauvaise soit-elle. Celle-ci, elle considérait un minimum les aspirations du peuple palestinien, la liberté, se voulait un petit peu plus neutre en apparence. Bon, c'était sûrement par opportunisme, on va pas se faire d'illusions, mais en tout cas, tout ceci n'existe plus aujourd'hui. Et du coup, on doit s'interroger du pourquoi d'un tel soutien idéologique et politique du gouvernement Macron à un régime colonial d'extrême droite. Même si la France et les États-Unis, même si entre la France et les États-Unis, les dynamiques géopolitiques sont différentes et possèdent chacune des spécificités qui sont incomparables, on constate que la France s'est définitivement rangée du côté des Américains et de l'atlantisme, au point qu'au début du conflit, elle fait partie des 4 nations qui a voté contre la résolution du Conseil de sécurité à l'ONU appelant à un cessez-le-feu. C'est quand même un tournant assez grave. Je pense que si on doit parler aussi du rapport entre le sionisme et l'État français, avant tout, c'est important de rappeler que le poids du sionisme en France, comme ailleurs en Occident ou dans le monde, il concorde avant tout avec des intérêts qui sont géostratégiques et idéologiques. C'est pas l'État d'Israël qui dicte sa vision à la France, mais la France qui décide de la suivre ou pas. Genre les slogans confus comme séparation du CRIF et de l'État entretiennent un peu l'imaginaire d'un lobby surpuissant, et pour nous ça dépolitise la question. Nous devons par exemple tenir compte de l'évolution des relations diplomatiques françaises qui ont progressivement justement du coup migré d'un gaullisme plutôt non aligné à un alignement partiel voire total sur l'agenda des États-Unis. Alors il existe effectivement des groupes d'influence à travers le monde, c'est un fait, et pas forcément celui des Juifs. À titre d'exemple, l'EPAC aux États-Unis, elle reçoit énormément de dons des évangélistes, et vous avez énormément de personnes qui soutiennent le CRIF ou la politique israélienne qui ne sont pas juives. C'est important de le préciser. Et pour finir, c'est quand même important aussi, et ça paraît pertinent d'établir un parallèle avec l'offensive réactionnaire du champ politique dans son ensemble et la fascisation de la France. Il y a bel et bien une évolution politique entre un projet porté aujourd'hui par un gouvernement d'extrême droite en Israël et la droitisation de l'espace politique français qui est porté depuis des décennies, depuis Sarkozy jusqu'à Macron en passant par Hollande. C'est pas propre à la France, tous les régimes actuellement d'extrême droite ont soutenu Israël de manière inconditionnelle, de Trump à Modi en passant par Bolsonaro, Meloni, Orban, Duda ou encore le nouveau chef d'État argentin. Du coup, on devrait se demander aussi, parce que la France a gagné, et pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? Alors, le gouvernement français a immédiatement affiché un soutien à Israël, affirmant son droit inconditionnel de se défendre face au terrorisme. La France a repris à son compte le narratif de la lutte contre le terrorisme, lancé notamment par George Bush après les attentats du 11 septembre, et largement déployé par l'État d'Israël dans la séquence actuelle. Il s'agit d'identifier par exemple Hamas, Al-Qaïda et Daesh, et d'identifier l'État israélien aux démocraties occidentales. C'est tout le sens de la proposition d'Emmanuel Macron de réemployer une coalition occidentale contre Daesh dans une guerre contre le Hamas. Bon, je précise évidemment sans forcément s'en prendre au Qatar. Dans le même temps, l'État français s'est emparé de la question de l'antisémitisme pour s'afficher en soutien des Juifs de France, les amalgamant alors avec l'État d'Israël, comme si toutes les Juives et tous les Juifs étaient ici par nature un peu israéliens. Et pour nous, il faut lutter contre cet amalgame dangereux et essentialisant qui renforce l'antisémitisme et qui nie l'autonomie politique de nombreux Juifs français vis-à-vis d'Israël. Ensuite, pour aller plus loin, la criminalisation des soutiens à la Palestine et l'amalgame avec l'antisémitisme qui est en fait renforcé
qui renforce en fait l'idée que les juifs seraient menacés par les populations arabes et musulmanes en France comme en Israël. L'État français en fait peut ainsi poursuivre ses politiques racistes et illibérales, mais revendiquer son humanisme en s'affirmant protéger les juifs. Ce jeu est particulièrement dangereux et valide un narratif historiquement inscrit à l'extrême droite, celui d'une civilisation judéo-chrétienne, dont nous parlions tout à l'heure, qui est menacée par un Orient musulman islamique et une horde de barbares. En adoptant cette grille de lecture, l'État français feint d'oublier que l'antisémitisme est avant tout une création européenne, nous l'avons dit tout à l'heure, et qu'il reste omniprésent en France à travers une multitude de groupes d'extrême droite, une littérature abondante, et je précise pas seulement à l'extrême droite. Quand on parle d'Emmanuel Macron, qui réhabilite des gens comme Pétain, comme Maurras, quand on parle de Darmanin, qui écrit un bouquin antisémite en se référant à la politique forcée de la sémitisation des juifs, en disant que c'est un exemple pour les musulmans, ou que vous avez d'autres, ou que Darmanin, par exemple, cite Bainville pour son projet de loi de l'immigration et le pays réel, vous avez en face de vous un gouvernement et un régime qui réhabilitent certains des pires penseurs antisémites. Alors, cet antisémitisme, ceci dit d'extrême droite, il jouit aussi d'une complaisance dangereuse de la part de l'État et de la droite en général, qui n'hésite pas à invoquer ou à réhabiliter justement ces figures historiques. Du coup, depuis 2 mois, les événements du 7 octobre sont fréquemment utilisés pour légitimer des déclarations plus racistes les unes que les autres, pour justifier la mise en place de nouvelles politiques autoritaires, aussi xénophobes et islamophobes, qui ont pris un nouveau tournant avec la marche du pouvoir qui a eu lieu le dimanche 12 novembre. On échangera là-dessus tout à l'heure. Et là, si vous cumulez ça avec l'actualité, cette actualité, avec la mort de Thomas, l'attaque au couteau, ainsi que les attaques permanentes à l'encontre de la gauche de rupture, qui est aujourd'hui considéré comme le principal facteur de l'antisémitisme, entendez la France Insoumise, le NPA, et les populations racisées noires et arabes, vous obtenez un cocktail identitaire qui est détonnant. Par ailleurs, si on regarde le traitement médiatique, la mort de milliers d'enfants gazaouis qui est considérée comme une riposte légitime. Les Palestiniens, comme on l'a dit pour la énième fois, sont déshumanisés, au point que la colonisation et les dizaines de milliers de victimes qu'elle a engendrées en 75 ans est un non-sujet. Personne ne parle de la Nakba. Nous allons parler d'une guerre entre le Hamas et Israël, alors qu'Israël est en guerre avec la Palestine depuis 1947, et encore plus depuis la Nakba. Et on peut aussi dresser ce constat simplement en observant le traitement médiatique que les médias mainstream portent vis-à-vis des otages et des prisonniers palestiniens, ou même encore concernant la mort des enfants. Je veux dire, personne n'est heureux de voir des crimes de guerre. La guerre, par définition, c'est atroce. Mais si vous observez le traitement médiatique dont bénéficient les enfants israéliens, moi je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas en parler, attention, nous devons condamner les atrocités de la guerre, mais quelle place pour le massacre des enfants palestiniens qui représente quand même une proportion des victimes qui est énorme dedans. Et puis aussi la criminalisation au début du mouvement, avec des manifestations interdites et amendées, des menaces de dépôt de plainte contre le NPA ou l'Union juive française pour la paix pour apologie du terrorisme. Je précise que je fais aussi partie de cette organisation, mais c'est complètement dingue. Et de l'autre, le gouvernement français qui se dit solidaire d'un État qui a tué plus de 15 000 personnes, majoritairement des enfants, en l'espace de 2 mois, et qui est en train d'en affamer 2 millions d'autres. Donc plus que jamais, les événements en Palestine, pour nous, mettent en évidence un certain climat nauséabond qui règne en France. Et du coup, je conclurai pour dire que si vous prenez l'affaissement des libertés publiques, le recul de nos droits politiques de manière générale, la multiplication des lois racistes et antisociales, la violence politique et médiatique contre la gauche, le renforcement de l'appareil sécuritaire et répressif, l'acharnement contre la France insoumise, mais aussi contre la gauche de rupture et plus globalement envers les populations dites racisées, noires et arabes, la libération de la parole islamophobe et son application systémique, ainsi que la manière avec laquelle des milliardaires la véhiculent sur les médias mainstream, la violence des attaques politiques, l'agression des fascistes à Lyon contre le collectif Palestine 69, et plus récemment encore à Romans-sur-Isère, une marche contre l'antisémitisme organisée par le pouvoir, tout ça fait partie d'une même logique. Et donc, au-delà de la question de la guerre en Palestine, le bloc au pouvoir mène une guerre acharnée contre le mouvement social, la gauche de rupture, les luttes de l'immigration et les luttes antiracistes et antifascistes, la répression des manifestations de solidarité envers la Palestine s'inscrivent dans ce cadre, et on peut considérer que la marche réactionnaire est une réponse
aux manifestations de soutien à la Palestine. Quand je parle de la marche réactionnaire, vous savez, je parle de cette marche contre l'antisémitisme qui s'est faite avec quasiment tous les blocs réactionnaires, allant de la bourgeoisie centriste, dont vous avez un éminent représentant ici, au Havre, et l'extrême droite. Et la conséquence est tout simplement dramatique, puisque c'est l'extrême droite qui en ressort vainqueur. Éric Zemmour, Marine Le Pen, sur les plateaux TV, normalisés, deviennent des défenseurs des juifs et des juifs, d'un côté. On va vous trouver aussi un juif lambda qui va vous dire que Mélenchon est un nouveau nazi, ça va passer en boucle, ce petit extrait va passer en boucle sur la télé, et tout ça découle quand même des événements du 7 octobre, et est aussi, à nos yeux, une contre-offensive envers le mouvement palestinien dans lequel se retrouvent la plupart des franges progressistes, antiracistes et antifascistes du pays. Voilà, ce sera tout pour moi aussi. Oui. Pour ceux qui sont intéressés, qui ont des questions à poser, c'est le moment. Je vous en prie. Pour parler de l'histoire de la Palestine, vous êtes quasiment passé de la Nakba en 47-49 au 7 octobre. Il manque quand même quelques épisodes. Vous vouliez poser une question ? Le micro ira pas jusque là-bas. La résolution de l'ONU qui prévoit donc la résolution de 1967 prévoit entre autres choses le droit au retour des Palestiniens partis à l'occasion de la Nakba. Est-ce qu'on a une idée quantitativement de ce que représente cette population? Il y a une autre question tout au fond. Vous aviez une question, c'est ça? Monsieur avec une moustache. Sous le Ouais, derrière, on en a. J'ai dit qu'il y avait une question apparemment au fond. Non? Oui, vous? Est-ce que vous pouvez... Moi, j'ai pas besoin de micro, je pense qu'on va m'entendre. D'accord. Oui, plutôt que on a parlé du passé, c'est bien, avec les prismes qu'on veut. Maintenant, l'intéressant, et je sais qu'il faut connaître le passé pour construire l'avenir, mais comment vous voyez l'avenir? Vous avez dit effectivement qu'il faudrait être idiot pour nier le fait, l'existence d'une population d'origine juive en Palestine, ce qui semble contredire la possibilité d'un droit au retour intégral, j'insiste sur l'intégral, mais bon, des Palestiniens. Donc comment vous voyez l'avenir d'une solution à deux États? Vous avez dit de quoi la Palestine, j'ai bien aimé votre histoire de quoi la Palestine était le nom. Vous dites que vous avez votre point de vue. Moi je dirais qu'en ce moment, la Palestine est plutôt le nom de l'intégrisme religieux de tout poil. J'ai bien dit de tout poil, hein, d'un côté comme de l'autre. Il y a une résolution des Nations Unies, de l'Assemblée Générale des Nations Unies de 1948 qui prévoit le droit au retour pour les Palestiniens qui ont été chassés ou qui ont simplement fui la guerre en 1947-49. C'est une résolution qui est toujours valable. Mais le droit au retour ne veut pas dire forcément que tout le monde va rentrer. Je rappelle d'ailleurs que quand on parle du droit au retour, personne ne pose jamais la question du droit au retour, entre guillemets, des Juifs, puisque pour Israël... Vous voulez dire en Pologne? Non. De quoi vous parlez? Du droit au retour des Juifs en Israël, qui est la loi officielle en Israël, c'est que tout Juif a le droit d'aller s'installer là-bas. Comme je dis de temps en temps, moi, dont la mère est juive, j'ai le droit d'aller en Israël et de dire c'est mon pays, je prends la terre, et voilà. C'est ça là. Et donc, il y a des millions de Juifs à travers le monde et personne ne dit ça empêche l'État d'Israël d'exister ou le fait que l'État d'Israël ne peut pas exister avec cette loi.
Donc, le droit au retour est un principe fondamental. Ça ne veut pas dire que les gens vont retourner. Il y a des centaines de milliers de gens qui veulent pouvoir aller en Palestine. Ils ne vont pas forcément s'installer. Tous ceux qui sont installés en Europe ou ailleurs, ils s'installeront où ils voudront. Mais au-delà de ça, je veux dire, de toute façon, vous avez raison. À l'heure actuelle, il n'y a pas de perspective politique, au sens où il n'y a pas la possibilité de créer un seul État, où vivraient juifs, musulmans et chrétiens, ni de deux États, parce que la colonisation a tellement pris sur le territoire de la Cisjordanie que, bon, voilà. Et puis, l'autre chose qui est importante à dire, c'est que ceux qui vont décider de l'avenir, ce n'est pas nous, c'est les populations qui vivent là-bas. Simplement, ce qu'on peut faire, c'est de soutenir les gens qui se battent pour un principe très simple, qui est difficile de combattre, c'est l'égalité. L'Amnesty B'Tselem, d'abord, qui est la grande organisation juive israélienne, et ensuite Amnesty International, ont dit de manière très claire qu'il y a aujourd'hui, comme il y avait en Afrique du Sud, sous des formes différentes, un apartheid qui a été installé. C'est-à-dire quoi, un apartheid, concrètement? C'est-à-dire que vous pouvez habiter à 100 mètres l'un de l'autre et ne pas vivre sous les mêmes lois. Si vous êtes juif, vous avez des privilèges, et si vous êtes palestinien, vous n'en avez aucun. Voilà, c'est ça la situation d'apartheid. Et ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour moi en tous les cas, qui ne vois pas de perspective politique, la perspective, c'est de se battre avec les gens qui demandent l'égalité. Et cette égalité demande en particulier la suppression de toutes les lois racistes qu'il y a en Israël, dont la dernière, c'est celle de l'État-nation, c'est-à-dire qui dit explicitement que les Juifs ont plus de droits que les Arabes en Palestine, et que ça, c'est une loi discriminatoire. Il faut combattre. Maintenant, combien de temps ça va mettre? Je n'en sais rien. Moi, je ne pense pas que le problème, c'est l'intégrisme religieux, ni en Israël, ni en Palestine. Le problème, c'est la négation des droits des Palestiniens. C'est ça le vrai problème. On peut se demander pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai aucune sympathie pour le Hamas, mais on peut se demander pourquoi c'est le Hamas aujourd'hui qui, après 30 ans, a pris plus ou moins la direction du mouvement national palestinien. C'est parce que le Fatah, qui avait misé sur les deux États, a failli. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans de négociations, les Palestiniens ont vu que le Fatah ne donnait aucun résultat. Et comme dans tout pays, c'est l'opposition qui a pris le pouvoir. Sans oublier, même si ce n'est pas le facteur essentiel, mais on le sait aujourd'hui, que c'était une politique délibérée du gouvernement israélien d'aider le Hamas, notamment à Gaza, pour maintenir la division entre Ramallah, enfin là où il y avait le Fatah et là où il y a le Hamas, en disant que voilà, on ne peut pas négocier avec ces gens-là. Donc voilà, ça c'est une politique. Mais vous savez, moi j'ai jamais cru que c'était les intégrismes religieux qui font l'histoire. La question c'est d'expliquer à un moment pourquoi aujourd'hui le Hamas est si populaire, non seulement parmi les Palestiniens, en Cisjordanie, après ce qui s'est passé le 7 octobre, et dans tout le monde arabe. Pas parce que les gens ont de la sympathie pour le type de régime qu'avait fait le Hamas à Gaza, qui n'était pas un régime très sympathique, et que les gens, d'une certaine manière, rejetaient parce qu'il était corrompu comme les autres, qu'il était oppresseur, etc. Mais parce qu'il exprimait de la manière la plus radicale la lutte nationale des Palestiniens. Et qu'aujourd'hui, les Palestiniens sont massivement derrière le Hamas. On peut le regretter, mais je veux dire, on ne peut pas laisser pendant 50 ans un peuple se faire écraser, et puis après leur dire, écoutez, il faut que vous réagissiez, mais faites-le un peu avec des formes, soyez gentils. Non, c'est pas ça. La question, c'est que, comme disait Gideon Levy, qui est un des grands journalistes progressistes israéliens, il dit c'est très simple pour Israël. Quand il n'y a pas de roquettes qui tombent, il dit c'est le calme, on ne fait rien. Et quand il y a des roquettes qui tombent, on dit on ne peut pas négocier avec les terroristes. Donc effectivement, on est toujours avec les Palestiniens qui sont opprimés. Et la violence des réactions, vous savez, on a une mémoire de la guerre d'Algérie qui est assez déformée. Allez regarder ce qui s'est passé en Algérie entre 1954 et 1956 et les massacres qui ont été commis par le FLN, en partie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre sous
comment dire, opprimer un peuple pendant 100 ans et ensuite penser qu'il faudrait qu'il s'exprime de manière démocratique. D'autant, et je termine là-dessus, qu'il n'est pas possible de manifester pacifiquement en Palestine. Je veux dire, ça, c'est impossible au sens propre. Quand il y a eu les marches du retour faites par les Palestiniens de Gaza, on leur a tiré dessus, ils n'avaient pas d'armes. Voilà, on leur a tiré dessus, c'est systématique. Et les gens qui disent qu'il faut des manifestations pacifiques, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui décide ce que font ou ce que choisissent les Palestiniens. C'est aux Palestiniens de décider comment ils se battent. Mais réellement, sans jamais mettre sur le même plan Israéliens et Palestiniens. Pas parce que les Israéliens sont moins bien que les Palestiniens, mais parce qu'il y en a un qui est un oppresseur et un occupant, et l'autre qui est un opprimé. Du coup, si on parle de perspective, bon, déjà, je pense que c'était très important ce que tu nous as dit. Il y a quand même aussi quelque chose qu'on oublie, c'est le nombre de Palestiniens, et particulièrement d'enfants, qui connaissent la prison dès le plus jeune âge. On parle de dizaines de milliers de personnes qui finissent dans des geôles. C'est-à-dire que quand simplement projection auxquelles j'ai pu assister, et je ne suis pas le seul, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à cette question-là. Et du coup, il va falloir relancer ces mouvements de lutte, de solidarité envers la Palestine, et peut-être aussi échanger avec malheureusement les groupes très minoritaires israéliens qui soutiennent les Palestiniens, et échanger avec les Palestiniens pour écouter ce qu'ils ont à nous dire. Moi, je vois pas d'autres choses qu'on pourrait faire. Et rien que d'être là, ici, ce soir, c'est déjà une première chose. Ça veut dire qu'on s'en soucie un minimum, même si ça n'a pas d'impact au niveau géopolitique immédiat. On a le sentiment que le mouvement de boycott auquel on fait allusion régulièrement ne sont pas à la hauteur de ce que l'on pourrait espérer. Donc, pour quelles raisons ces mouvements-là ne prennent pas plus d'ampleur, sachant quand même que c'est un moyen de relier les oppositions, notamment au Maroc. On voit que le boycott au Maroc est quand même actif, et c'est un moyen aussi d'établir une relation avec les autres peuples de la planète qui sont dans l'opposition à la guerre. Donc ça, c'est quand même un moyen de fédérer les peuples qui peut être très efficace. La dame, et après vous, comme ça. Il va falloir parler fort. Il existe en Israël un parti politique actuellement qui prône l'égalité entre Israéliens et Palestiniens et qui pourrait potentiellement renverser le régime actuel. Monsieur. La question de la campagne boycott des investissements sanctions, elle a été menée au Havre pendant une courte période. Ce que je peux vous dire, c'est que en France, cette campagne a été condamnée pendant un temps. C'était juridiquement interdit, je dirais, donc ça a été levé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, le copain juif, puisqu'il se présente comme tel, ça me gêne de dire ça comme ça, parce qu'avant on parlait pas juif, de musulmans, etc. Enfin, bon, maintenant il faut parler comme ça. Il oublie que sur la campagne BDS aujourd'hui, qui continue dans le monde et en France, mais de manière évidemment beaucoup plus faible qu'avant. Il y a par exemple une entreprise comme Carrefour, que tout le monde connaît au Havre. Eh bien, Carrefour Israël alimente les militaires israéliens qui sont à Gaza. Voilà. Donc, je crois qu'il faut dire des choses comme ça. Donc, il faut savoir que la campagne BDS, c'est très difficile. Elle a été menée et elle a été arrêtée d'une certaine manière, faute de combattants. C'était pas vous avez dans vos magasins des produits israéliens qui viennent des colonies, les mandarines que nous mangeons, les pamplemousses, bref. Je voudrais terminer sur le fait qu'il y a j'ai fait partie pendant longtemps, jusqu'à il y a 2 ans, d'une association qui s'appelait l'Association France-Palestine Solidarité. Nous étions en bout de course, c'est-à-dire que nous n'avions plus que des cheveux blancs, en fait, la Palestine était passée complètement sous les radars. C'est-à-dire qu'on n'en parlait plus du tout nulle part, ça n'intéressait plus personne. Et je dirais que ce qui s'est passé le 7 octobre, ça a au moins le mérite de remettre ça au centre
de l'actualité et des questions. En sachant que la mobilisation dont parle le copain à Paris ou ailleurs, elle se fait tant qu'il y a la guerre. Et quand la guerre est finie, on revient au silence. Voilà le constat que nous pouvons faire. Je rappelle qu'en 2014, nous étions plus de 1000 personnes dans les couloirs. Et tous les samedis. Voilà, c'est une guerre qui a duré 3 semaines, un mois. Là, on en prend pour des mois et des mois. Je ne sais pas comment sera la manifestation du 16 décembre. J'espère que nous y serons tous, et évidemment au-delà. Mais voilà, on est quand même dans une situation où on est dans l'émotion. Les réactions se font souvent dans l'émotion, mais pas dans la tête, sur la conscience de ce qui se passe là-bas et les répercussions. Voilà. Alors moi, je vais me mettre dans la lignée aussi de ce qu'a dit Jean. C'est vrai que ce que je partage beaucoup avec les Palestiniens, en étant en France, c'est l'impuissance. Et c'est vrai que cette impuissance, c'est un bien, je dirais, commun. Mais ils demandent l'égalité, moi aussi, ici. Quels sont les moyens, à part le boycott, de faire avancer ça? Et c'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure, qu'on ne peut le faire qu'avec eux, qu'avec les Palestiniens, et ça doit venir de là-bas. Mais effectivement, vu qu'il n'y a pas d'alternative en Israël, ni en Palestine, de voies avec lesquelles on peut se connecter, et moi je vois en ça la faillite de la gauche, aussi bien israélienne que française, j'ai du mal, à part, on s'accroche tous au boycott, parce qu'on ne voit pas trop d'alternatives. Et si vous avez des alternatives autres que le boycott à nous proposer, moi je suis preneuse parce que j'ai besoin de m'accrocher à une action, à des actions. Peut-être répondre. Moi aussi sur la question des médias. Et du coup, d'abord, je voulais vous dire bravo d'avoir créé ce collectif. Je trouve qu'il est bienvenu justement dans le débat public. Il manque beaucoup justement au niveau médiatique, médias mainstream, quoi. Et ma question, c'était de savoir, vu le poids, vraiment le poids complètement infime de la parole des droits des Palestiniens dans les médias aujourd'hui, est-ce que vous avez commencé, tu as commencé ton intervention en disant quelques médias sont venus vers nous, mais est-ce qu'il y a des médias télé qui ont l'impression? Est-ce que c'est une volonté de votre part de boycotter les médias mainstream, ou c'est parce que vous n'avez pas eu de sollicitation Oui, non, j'ai aucune volonté. Je peux vous dire que, en gros, depuis 2014, à part très ponctuellement, je suis jamais invité. Donc ça, c'est. Mais je partage pas votre pessimisme. Peut-être c'est le privilège de l'âge. Moi, je suis arrivé ici en 62. J'ai vécu la guerre de 67. 67, alors, il n'y avait pas la télévision ne jouait pas le rôle qu'elle joue aujourd'hui. Ce qui jouait le rôle essentiel, c'était la grande presse quotidienne. François retirait 1 million d'exemplaires, etc. Mais le déferlement en faveur d'Israël était inimaginable. Et on aurait pu dire, bah, écoutez, on baisse les bras, il n'y a rien à faire. Non, mais il a fallu 20 ans pour renverser la situation. Et on l'a renversé. Mais c'est pas moi, c'est tous les gens qui ont milité, c'est aussi ceux qui ont milité dans les partis politiques, c'est les transformations des partis politiques, et c'était aussi les conséquences de la résistance palestinienne. C'est-à-dire qu'on a pu faire ça que parce que les Palestiniens dans les territoires occupés ont fait la première intifada, qu'il y a eu aussi Beyrouth 82 qui a joué un rôle important, etc. Et je crois que c'est important de prendre conscience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a le lobby qui nous empêche d'eux, etc. D'abord, j'ai toujours trouvé que c'était une explication qui réduisait à l'impuissance. Si le lobby est tout puissant, ben on rentre chez nous, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, en fait, on peut montrer qu'on peut changer les choses. Alors, comment on peut les changer? D'abord, encore une fois, c'est la lutte des Palestiniens elle-même qui change et qui nous aide. Et ensuite, c'est ce que nous faisons dans les associations, mais aussi dans les partis politiques. C'est aussi important qu'il y ait des voix politiques qui s'expriment en faveur des Palestiniens. Moi, je crois réellement que les positions aujourd'hui développées par le gouvernement français, quand on voit les sondages, ne reflètent pas la situation en France. Vraiment, je crois qu'il y a... Et donc, il y a un moyen, vous pouvez
écrire à votre député, vous pouvez vous mobiliser dans les partis dont vous êtes membre et dont vous n'êtes pas satisfait de la position qu'ils prennent sur la Palestine. Il y a mille et une choses. Ça a l'air immense, et c'est vrai que c'est immense, mais en même temps, c'est ça le militantisme. Je veux dire, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de remède miracle. Alors BDS a été un élément. Ça a été cassé par l'entreprise judiciaire et la criminalisation de BDS. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des militants qui ont été condamnés, etc. Maintenant, la Cour européenne des droits de l'homme a dit que c'était légal. La Cour de cassation française a dit le 17 octobre, c'est-à-dire il y a très peu de temps, a relaxé des militants, je crois, de Strasbourg qui avaient été condamnés. Donc là aussi, il y a des possibilités. Bon, moi, je n'ai pas de solution. C'est vrai que notre impuissance un peu qu'on ressent, elle est aussi le fait que la politique en France est en crise. Les partis politiques sont en crise, etc., qu'on ne sait pas toujours comment faire. Mais en même temps, il y a des possibilités d'action, et je crois qu'il faut effectivement les utiliser, chacun à notre niveau, en changeant les choses. Et l'autre élément, c'est que moi je trouve que malgré l'extraordinaire puissance médiatique de la télévision, malgré les discours des principaux partis politiques, quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous entendez vraiment d'autres voix. Et bon, nous, enfin je dis nous, c'est Orient 21, on a vu notre fréquentation tripler en 2 mois. Alors c'est vrai qu'on ne touche pas, je veux dire, on touche pas des millions de gens, mais on touche beaucoup de gens. Et il y a aujourd'hui une jeune génération qui se mobilise sur la Palestine, qui demande à comprendre, parce que quelqu'un... Oui, non, j'ai aucune volonté, je peux vous dire que, en gros, depuis 2014, à part très ponctuellement, je suis jamais invité. Donc ça, c'est... Mais je partage pas votre pessimisme. Peut-être c'est le privilège de l'âge. Moi, je suis arrivé ici en 62. J'ai vécu la guerre de 67. 67, alors, il n'y avait pas la télévision ne jouait pas le rôle qu'elle joue aujourd'hui. Ce qui jouait le rôle essentiel, c'était la grande presse quotidienne. François retirait 1 million d'exemplaires, etc. Mais le déferlement en faveur d'Israël était inimaginable. Et on aurait pu dire, bah, écoutez, on baisse les bras, il n'y a rien à faire. Non, mais il a fallu 20 ans pour renverser la situation. Et on l'a renversé. Mais c'est pas moi, c'est tous les gens qui ont milité, c'est aussi ceux qui ont milité dans les partis politiques, c'est les transformations des partis politiques, et c'était aussi les conséquences de la résistance palestinienne. C'est-à-dire qu'on a pu faire ça que parce que les Palestiniens dans les territoires occupés ont fait la première intifada, qu'il y a eu aussi Beyrouth 82 qui a joué un rôle important, etc. Et je crois que c'est important de prendre conscience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a le lobby qui nous empêche d'eux, etc. D'abord, j'ai toujours trouvé que c'était une explication qui réduisait à l'impuissance. Si le lobby est tout puissant, ben on rentre chez nous, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, en fait, on peut montrer qu'on peut changer les choses. Alors, comment on peut les changer? D'abord, encore une fois, c'est la lutte des Palestiniens elle-même qui change et qui nous aide. Et ensuite, c'est ce que nous faisons dans les associations, mais aussi dans les partis politiques. C'est aussi important qu'il y ait des voix politiques qui s'expriment en faveur des Palestiniens. Moi, je crois réellement que les positions aujourd'hui développées par le gouvernement français, quand on voit les sondages, ne reflètent pas la situation en France. Vraiment, je crois qu'il y a... Et donc, il y a un moyen. Vous pouvez écrire à votre député, vous pouvez vous mobiliser dans les partis dont vous êtes membre et dont vous n'êtes pas satisfait de la position qu'ils prennent sur la Palestine. Il y a mille et une choses. Ça a l'air immense, et c'est vrai que c'est immense, mais en même temps, c'est ça le militantisme. Je veux dire, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de remède miracle. Alors BDS a été un élément. Ça a été cassé par l'entreprise judiciaire et la criminalisation de BDS. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des militants qui ont été condamnés, etc. Maintenant, la Cour européenne des droits de l'homme a dit que c'était légal. La Cour de cassation française a dit le 17 octobre, c'est-à-dire il y a très peu de temps, a relaxé des militants, je crois, de Strasbourg qui avaient été condamnés. Donc là aussi, il y a des possibilités. Bon, moi, je n'ai pas de solution. C'est vrai que notre impuissance un peu qu'on ressent, elle est aussi le fait que la politique en France est en crise.
les partis politiques sont en crise, etc., qu'on ne sait pas toujours comment faire. Mais en même temps, il y a des possibilités d'action, et je crois qu'il faut effectivement les utiliser, chacun à notre niveau, en changeant les choses. Et l'autre élément, c'est que moi je trouve que malgré l'extraordinaire puissance médiatique de la télévision, malgré les discours des principaux partis politiques, quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous entendez vraiment d'autres voix. Et bon, nous, enfin je dis nous, c'est Orient 21, on a vu notre fréquentation tripler en 2 mois. Alors c'est vrai qu'on ne touche pas, je veux dire, on touche pas des millions de gens, mais on touche beaucoup de gens. Et il y a aujourd'hui une jeune génération qui se mobilise sur la Palestine, qui demande à comprendre, parce que quelqu'un parlait de l'émotion, et c'est vrai que ça suffit pas l'émotion. Il faut se former sur le conflit, il faut apprendre. Et ça, c'est vrai que c'est pas un conflit facile, je veux dire. Il y a plein d'éléments qui entrent en ligne de compte. Et il y a une histoire d'un siècle. Monsieur a reproché qu'au fait qu'on avait sauté on était passé de 48 à aujourd'hui. C'est vrai, mais on n'avait pas le temps de le faire ça. Mais c'est important aussi dans les partis politiques de former les gens, d'être capable de répondre, d'être capable d'apprendre l'histoire, etc., etc. Je pense qu'il y a des choses qui sont possibles et qu'il faut essayer de les faire. Mais je veux dire, depuis que le militantisme existe, c'est ce qu'on a toujours fait. Moi, je voulais répondre aux camarades anciennement de la FPS et de BDS. Moi, je partage tout ce que tu as dit. Hein. C'est vrai que... Mais ma conclusion, c'était ça. C'était de se dire, il y a effectivement eu un vieillissement de BDS, mais qui n'est pas propre à BDS, hein, qui est le cas de quasiment toutes les organisations de gauche, en tout cas à mes yeux. Et ce nouveau mouvement a au moins le mérite, je pense, de ramener beaucoup de jeunes dans les rues. En tout cas, c'est ce qu'on observe dans les manifestations. Et du coup, peut-être que BDS pourra retrouver un second souffle, même si on sait pertinemment qu'en dehors des périodes de crise et de guerre, c'est toujours beaucoup plus difficile de mobiliser. Cependant, si on regarde le chiffre, les derniers chiffres d'affaires, par exemple, d'une entreprise comme Starbucks, on se rend compte que la campagne BDS fonctionne. Il y a certaines villes où boycotter des carrefours, ça a eu un réel impact de boycotter des Carrefour Market. Alors, on parle peut-être de choses qui sont anecdotiques, mais c'est une réalité. Et puis, oui, voilà, alors il y a, en dehors du BDS, il y a effectivement eu cette idée d'interpeller des élus, notamment à travers un groupe Telegram qui s'appelle Action Palestine. Quand ça a été fait, il y a eu des milliers et des milliers d'élus qui ont été interpellés sur cette question. Il faut aussi voir que, enfin, je pense, et c'est quelque chose de pessimiste, mais vu l'ampleur et la terreur qu'applique aujourd'hui l'État d'Israël vis-à-vis des Palestiniens, la situation ne peut pas non plus être passée sous silence éternellement. On a vu que Macron a quand même très 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 légèrement changé de position. Alors très très légèrement, hein, c'est pas demain qui va appeler à la libération du peuple palestinien, mais cette pression que vous pouvez retrouver dans la rue, elle peut avoir un impact significatif, ne serait-ce que pour obtenir un cessez-le-feu. Et obtenir un cessez-le-feu, c'est déjà sauver des vies. On en est là, malheureusement. Pour répondre à la question des médias mainstream, alors nous on a été agréablement surpris parce qu'en fait, au début de cette séquence, et même déjà avant le 7 octobre, on a été plus sollicité par des médias mainstream. Je vous l'ai dit, il y a eu la page Combini notamment, qui est quand même plutôt un média progressiste, mais on a eu des sollicitations du Huffington Post, de 20 minutes, qui nous a accordé une vidéo où on est quasiment libre de s'exprimer pendant 5 ou 6 minutes, et ça a été finalement plus facile d'obtenir certains médias mainstream que Mediapart, par exemple, actuellement. C'est pas grave en soi. Pour nous, toucher des médias qui sortent de l'entre-soi gauchiste, c'est une excellente chose. Moi, je vais pas dire limite je préfère, parce que je pense que les deux sont importants, mais il y en a un où c'est plus sur le côté hégémonique que ça joue, et sur le plan théorique, et l'autre
où l'hégémonie n'est pas la même, parce que c'est déjà apporter un discours qui n'est pas visibilisé. On a même eu BFM il n'y a pas longtemps, alors bon, là c'était vraiment de l'ordre de 30 secondes, 1 minute, mais ne serait-ce que d'avoir 30 secondes ou 1 minute à BFM dans le cadre d'une manifestation de soutien à la Palestine, où vous dites, nous luttons aussi contre l'islamophobie, contre la négrophobie, nous luttons contre un État colonial et contre l'antisémitisme, c'est déjà une victoire pour nous. Voilà, après, voilà, nous, il n'y a pas de recette miracle, mais globalement, on accepte la plupart des sollicitations. Bon, si c'est BFM sur un plateau, ça risque d'être un petit peu compliqué, parce qu'on se doute qu'on ne va pas pouvoir dire ce qu'on veut. CNews nous a gentiment invités, évidemment, on n'a pas répondu, parce qu'on a quand même un minimum d'amour-propre, mais globalement, nous, on préfère... Enfin, on répond à peu près tout, des médias de gauche ou des médias qui ne sont pas fachos. On n'a aucune raison de ne pas y répondre à partir du moment où notre propos n'est pas déformé et où on va avoir la certitude que ça ait son utilité. C'est sûr que là, le schéma que je vous ai décrit de parler 20 ou 30 secondes sur BFM, c'est pas énorme non plus. Mais c'est pas quelque chose qu'on va refuser, parce qu'on sait pertinemment qu'on n'aura pas un plateau où on ira débattre contre Meir Habib, par exemple. Ça, on l'obtiendra jamais, et on en a conscience. Voilà. Et il y avait une question, oui, c'était sur la place des partis de gauche en Israël. Il y a une coalition. Enfin, je pense que je vais laisser la parole à Alain qui pourra en parler mieux que moi. Mais il y a eu une coalition avec une gauche israélienne et une liste arabe qui est très faible aujourd'hui, et même l'opposition, et qui en plus a volé en éclats, et l'opposition israélienne aujourd'hui, qui est une espèce d'alliance entre différents groupes centristes et différents groupes de droite, dont vous en avez vu certains manifester à Tel Aviv. Autant le dire, elle ne prend pas en compte la question palestinienne. Mais je vais laisser Alain rentrer plus en détail sur Hadash et les autres partis. Je voulais dire aussi une chose, je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est quand on essaie de comprendre ce qui a changé dans la politique française depuis De Gaulle à aujourd'hui, le tournant, c'est les années 2000. Jusque dans les années 2000, sous l'impulsion des positions prises par le général De Gaulle, l'idée était que en Palestine, il y avait un conflit entre un occupant et un occupé, qu'il y avait des territoires occupés, que c'était ça la question essentielle. À partir des années 2000, le conflit israélo-palestinien a été vu à travers la grille de la guerre contre le terrorisme. Et c'était clair quand il y a eu les attentats en France, où on a vu ces maires dire il faut adopter le modèle israélien de guerre contre le terrorisme. Il y a Israël qui a droit à la légitime défense, etc., etc. Je pense que c'est ça qui fait le rapport entre la question palestinienne et la lutte contre l'islamophobie. Je crois que c'est quelque chose de très important. Et ça, malheureusement, cette vision sur guerre contre le terrorisme, islamophobie, elle a en partie gangréné les partis de gauche traditionnels. C'est-à-dire, et que ça, c'est aussi un combat qu'il faut mener pour transformer quelque chose dans ces partis et de voir que c'est pas du tout ça la réalité. Et je pense qu'on peut avoir de l'espoir parce que les nouvelles générations n'ont pas du tout cette espèce de phobie française autour de la laïcité, autour de la menace islamiste, autour du fait que du grand remplacement, qu'on est en train de changer notre société, etc., etc. Je crois que ça, c'est vraiment important. Sur la question en Israël, c'est vrai que malgré tout ce qu'on nous a dit sur les grandes manifestations hostiles à Netanyahou, qui ont mobilisé énormément de monde, c'est les mêmes aujourd'hui qui bombardent Gaza. Hein. Les militaires qui ont dit qu'ils ne serviraient pas s'il n'y avait pas si la réforme de la Constitution, enfin la réforme constitutionnelle passée, ils bombardent Gaza sans aucun état d'âme. Je crois que ça, c'est le point aveugle de ce mouvement, c'était la question de la colonisation. Si la démocratie est en train de reculer en Israël, c'est parce qu'un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être un peuple libre. Et que plus ça va, des fois je me dis, mais imaginons un peu ce que serait la France si la guerre d'Algérie avait continué. Si on avait vaincu militairement le Front de Libération Nationale et qu'on continuait à diriger l'Algérie avec des attentats, etc. Cette dérive que connaît la société israélienne, on l'aurait aussi connue. Donc, bon, mais il y a quand même des forces en Israël qui sont importantes. D'abord, il y a une
force qui peut peser, c'est ce qu'on appelle les Palestiniens de l'intérieur. C'est les 2 millions de Palestiniens qui sont des citoyens israéliens, qui votent, qui s'organisent, qui sont divisés comme sont divisés les autres communautés, mais qui pèsent quand même d'un poids relativement important et qui peuvent à différents moments se faire entendre. Aujourd'hui, c'est très difficile de se faire entendre en Israël pour des raisons qu'on comprend, mais je pense que c'est une force sur laquelle toute coalition progressiste en Israël devra se bâtir, autour de laquelle elle pourra se bâtir. Ça représente 20% de la population, c'est pas négligeable. Ils ont une grande expérience, ils connaissent la société israélienne, ça aussi, ils parlent tous hébreu, ils travaillent dans des entreprises, etc. Je crois que ça, c'est quelque chose aussi d'important qui peut donner de l'espoir. Mais c'est vrai qu'après le 7 octobre, tout le monde est dans un état de sidération qui fait qu'il faudra du temps à voir qu'est-ce qui va se passer. Et puis ça dépendra un peu de... Effectivement, le 7 octobre a été un élément de sidération, pas essentiellement... Il y a eu des crimes qui ont été commis par le Hamas, mais il faut dire que l'opération du 7 octobre est d'abord une opération militaire. Ils ont tué 350 soldats, pris le contrôle d'une demi-douzaine de bases militaires israéliennes. Pour la première fois depuis la fin de la création de la guerre d'Israël, la guerre a été portée directement par terre en territoire israélien. Ça ébranle tout le discours qui est celui d'Israël que nous avons créé un État sûr pour les Juifs, que nous sommes capables de défendre. La réalité, c'est pas ça. Alors, pour l'instant, les gens disent, bon, si c'est ça, il faut les exterminer tous. Il faut exterminer les Palestiniens de Gaza, il faut exterminer le Hezbollah, etc. Mais à terme, comme ce n'est pas possible dans les faits, je veux dire, quelles vont être les conséquences du 7 octobre? Je ne sais pas. On peut aussi espérer que ça amène aussi une prise de conscience que ces guerres perpétuelles n'aboutissent à aucune sécurité pour les Juifs israéliens et que ça peut créer des changements. Mais en même temps, je veux dire, comment dire, je disais toujours avant le 7 octobre, les Israéliens, un des problèmes d'Israël, si on le compare aux situations de la France et de l'Algérie ou des Américains et du Vietnam, c'est qu'ils ont l'occupation et ils ne payent aucun prix pour cette occupation. C'est-à-dire, la France, enfin les Français, ils n'ont pas décidé d'arrêter la guerre d'Algérie parce que brusquement, ils ont dit, ah tiens, c'est bien l'indépendance du peuple algérien. Ils ont décidé parce qu'il fallait 1 demi-million de soldats français pour maintenir l'ordre, entre guillemets, en Algérie. C'est que le prix à payer était très lourd. Même chose pour les Américains au Vietnam. La question, jusqu'à présent, c'est que Israël n'a pas payé un prix réel de son occupation. Et en plus, elle bénéficie de l'aide des Occidentaux. Si on compare à l'Afrique du Sud, on est dans une situation radicalement différente. Des fois, les gens disent « Ah, mais regardez l'ANC, ils n'ont jamais fait de terrorisme. » D'abord, ils ont fait des actions terroristes au sens de mettre des bombes dans des cafés ou des choses. Ils l'ont fait, mais à une échelle limitée. Pourquoi à une échelle limitée? Parce qu'ils avaient une autre possibilité. C'est l'ANC, dans les années 70, elle est reconnue internationalement et soutenue par pratiquement l'ensemble du monde, à part quelques pays occidentaux. Elle est soutenue par le camp socialiste, à l'époque, qui l'aide, y compris militairement. Elle dispose d'un mouvement de sanctions que personne ne pense à criminaliser. Personne ne dit les gens qui boycottent l'Afrique du Sud, c'est des gens qui n'aiment pas les Blancs, etc., etc. Il dispose aussi, on l'a oublié, puis on n'aime pas le rappeler, parce que c'est pas très bien de dire du bien de Cuba, que l'armée cubaine en Angola a brisé l'armée sud-africaine dans des batailles très importantes, qui ont aussi contribué à ébranler. Donc, dans ces conditions où ils ont tous les atouts, le terrorisme, c'est pas une arme de choix. On dit c'est l'arme des faibles quand on est faible. Mais quand on a des possibilités autres, ben on choisit d'autres possibilités, on essaye de gagner autrement. Et l'ANC a montré qu'on pouvait gagner autrement. Mais on ne peut pas boycotter les Palestiniens, soutenir l'État d'Israël, dénoncer le mouvement BDS, etc., et laisser les 2 millions de Gazaouis dans la situation où ils sont, plus les gens dans les territoires occupés, qui voient leurs terres gangrénées par la colonisation, et ensuite se dire « Ah, mais ils sont vraiment pas... Ils réagissent vraiment de manière très brutale, ces gens. » Non, c'est...
Et voilà, donc, ça a été le même processus avec l'OLP. L'OLP, dans les années 70, tout le monde, les Israéliens disaient c'est une organisation terroriste, les Américains disaient c'est une organisation terroriste, etc. Ils faisaient des détournements d'avions, etc. Et puis, petit à petit, il y a eu une perspective diplomatique et politique. On sait ce qu'elle a donné à la fin, mais au moins il y avait une perspective et la violence a diminué. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a aucune perspective politique. Et je terminerai là-dessus, si vous voulez, le 7 octobre, comme j'ai dit, c'est une opération militaire, mais c'est une opération dans laquelle il y a eu des crimes, même si ça a été exagéré, il n'y a pas eu 40 bébés qui ont été décapités ou des choses comme ça, il y a eu des crimes terribles. Mais il y a je ne sais plus, je l'ai cité, je crois, dans un article dans Le Monde Diplo, il y a un journaliste qui a écouté ce que les gens disent, enfin, les combattants du Hamas ou d'autres organisations, parce qu'il y avait d'autres organisations, ils tiraient sur les gens en disant « ça c'est pour mon frère, ça c'est pour mon père », parce que leur frère ou leur père avait été tué. Alors, c'est pas bien, c'est vrai, c'est pas bien de tirer sur des civils, et en même temps, je dis, on ne peut pas mettre les gens en cage et penser qu'ils vont réagir de manière pacifique. On arrive à la fin de la conférence. On se disait peut-être une dernière question. S'il y a quelqu'un qu'on a eu, voilà. Bon, moi, la question du judaïsme, pour moi, c'est aussi une question de génération. Moi, ma mère est juive, donc, comme j'ai dit, du point de vue israélien, je suis juif et j'ai le droit au retour, entre guillemets, en Israël. Ce que j'estime être comme une prise d'otage. Parce qu'on me fait complice de trucs, quelque chose que je n'ai pas du tout envie d'être complice. Mais en même temps, pour moi, c'est une force parce que de temps en temps, j'utilise l'argument, je vais vous dire, que moi, je suis juif et quand vous me traitez d'antisémite, je vous emmerde. Donc voilà. Mais au-delà de ça, le problème du débat en France, il est difficile. J'ai un des livres que j'ai fait qui est une histoire de 60 ans de politique étrangère française. Et il y a beaucoup de choses sur la position de la France en 67, et notamment de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre était un vrai anticolonialiste. Il s'est battu contre la guerre d'Algérie, il est intervenu. En 67, au moment de la guerre non, je n'appelle pas ça la guerre des 6 jours, parce que ça c'est la formulation israélienne, c'est la guerre israélo-arabe. Il publie un numéro qui est resté célèbre pour ma génération, des temps modernes, 1500 pages autour du conflit, et il fait une introduction extrêmement embarrassée. Et il dit, à un moment, mes amis arabes me disent qu'ils n'ont rien contre les juifs, mais qu'ils sont contre les Israéliens. Et il dit, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que les Israéliens sont aussi des juifs. Et ça, c'est l'idée d'une génération qui se sent coupable à juste titre, je veux dire, de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, des persécutions des Juifs, etc. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a changé de registre. C'est-à-dire, cette question, comme je l'ai dit, elle est devenue beaucoup moins liée à la question juive qu'à la question blanche occidentale. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui fait... Quand on parle de civilisation judéo-chrétienne, mais je veux dire, vraiment, on ne se rend pas compte de ce qu'on raconte comme stupidité. C'est-à-dire, la civilisation judéo-chrétienne, c'est 10 siècles d'oppression des Juifs. C'est-à-dire, ça a changé récemment, donc ça n'a pas de sens. Mais il y a l'idée de constituer un bloc des Blancs face à un monde qui apparaît de plus en plus dangereux, à la fois à l'intérieur, avec la montée des populations d'origine, ou des populations que nous on appelle racisées, et le monde avec l'idée qu'ils vont nous envahir, qu'ils vont nous transformer, qu'il va y avoir le grand remplacement, etc., etc. Et ça, c'est un discours qui est effectivement, je trouve, très dangereux, parce qu'il dépasse très largement la question palestinienne. Il crée des clivages sur beaucoup d'autres choses. Et malheureusement, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça pèse sur les gens, et ça pèse y compris sur la gauche, sur la manière dont la gauche, on l'a vu au moment des batailles dites autour de la laïcité,
des années 2000, où, je veux dire, c'était pas des batailles de retour à la laïcité, mais c'était l'invention d'une nouvelle laïcité dirigée contre les musulmans. C'est-à-dire que les lois de 2003, c'est vraiment la trahison. Moi, j'ai travaillé, j'ai écrit un livre là-dessus. C'est vraiment la trahison de la loi de 1905 et de la manière dont cette loi avait été adoptée et de la position de Jaurès à l'époque, qui a été un des concepteurs avec Aristide Briand. Et Jaurès disait il faut apaiser la question religieuse pour poser la question sociale. Et là, aujourd'hui, chaque fois qu'il se passe n'importe quoi, on agite la question religieuse en disant il nous menace. Je ne sais pas si vous avez lu Le Monde a fait 2 pages d'enquête, enfin, il a fait 2 pages sur une grande enquête qui a eu lieu dans la jeunesse à propos de la laïcité. C'est vraiment très intéressant et très porteur d'espoir. C'est-à-dire que la jeunesse parce qu'elle a grandi. Moi, j'ai été au lycée à la fin dans les milieu des années 60, etc. Il n'y avait pas un black, il n'y avait pas un arabe, il y avait sinon moi, si on peut dire d'une certaine manière, mais voilà, la jeunesse aujourd'hui, elle a vécu, ses copains, les copains sont noirs, arabes, ou ils ne se définissent pas comme tels, voilà, et ils acceptent des choses, et il y a un refus de cette, mais il y a un refus de cette injonction à la guerre des civilisations. Mais est-ce qu'on est capable, je veux dire la gauche et ma génération, de mobiliser ça, de les entraîner dans une action ou de leur faire prendre aussi des responsabilités dans les partis? Parce que quand on dit, moi aussi, j'ai été un des fondateurs de France-Palestine, en 83, je crois. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas les mêmes qui sont là, mais il n'y a pas eu de renouvellement. Mais la question, c'est pas les jeunes, c'est pourquoi on n'est pas arrivé à trouver les forces, alors que chaque fois qu'il y a des manifestations, moi je suis frappé par les milliers de jeunes qui se mobilisent, etc. Voilà. Donc c'est un travail qui nous attend, mais bien que malgré l'âge, j'arrive à rester optimiste. Je ne sais pas jusqu'à quand on peut rester ici, mais je vous invite du coup à venir vers nous pour parler. Je pense que c'est pas que sur la question palestinienne, c'est quelque chose de plus global, et c'est un peu ce qu'on a essayé de décrire ce soir en disant en affirmant de quoi la Palestine est-elle le nom en France. C'est-à-dire que nous vivons aussi une contre-révolution réactionnaire qui est portée à la fois par une grande partie de la classe politique, mais aussi par les médias mainstream. Et du coup, la question palestinienne rentre complètement dans ce cadre-là. Mais on peut le retrouver pendant les violences policières, on peut le retrouver à chaque fois qu'il y a une polémique où on en arrive à mesurer aujourd'hui les robes des femmes à l'entrée les robes des filles à l'entrée des établissements scolaires. On peut l'avoir lorsque des collégiens jouent et se mettent à genoux et où on va vous dire que des enfants sont en train de prier. On peut l'avoir quand un jeune se prend une balle dans la tête et que des personnes se révoltent. Globalement, ce qu'on appelle le mouvement, j'aime pas trop cette expression, mais intellectuel français, y compris à gauche, il n'est pas fou aujourd'hui. Pour autant, il y a des poches de résistance, et on parlait des jeunes, notamment à travers les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a aussi une nouvelle génération qui est en train de se former, qui a grandi avec ça. Moi, quand je suis arrivé dans les milieux de gauche, dans les milieux de gauche à 14-15 ans, être pour le port du hijab, par exemple, ou le simple fait d'utiliser le terme d'islamophobie jusqu'à ce que je passe mon bac, c'était quelque chose d'impensable. Je pense qu'on ne se rend pas compte aussi qu'on revient de très loin. Aujourd'hui, parler de négrophobie structurelle, parler d'islamophobie, de violence policière, de violence d'État, parler, et même porter une voix juive antisioniste, parce que quand j'étais au lycée et que je militais déjà pour la Palestine en tant que feu, c'était quelque chose d'extrêmement plus difficile aujourd'hui à faire comprendre qu'à des jeunes générations, parce qu'il y a des vidéos des vidéos de vulgarisation qui font le taf sur les réseaux sociaux. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que ce qui est affreux, c'est que finalement pour y avoir accès, on ne doit pas passer du coup par le canal hertzien, enfin d'ailleurs c'est plus hertzien, mais par la TNT et par les chaînes de télé. Mais moi je suis persuadé qu'on est aussi en train de construire quelque chose, et qu'il y a toute une jeunesse qui sera peut-être, qui formera peut-être les intellectuels de demain, qui ont été sensibilisés à ces questions-là, aux questions décoloniales et aux questions d'antiracisme, qu'on ne connaît pas encore. Et moi, je ne vais pas faire la citation de Gramsci sur les monstres qui naissent pendant les périodes troubles, etc., parce qu'on l'a fait à chaque fois. Mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans cette séquence.
et que à la vue des manifestations de soutien à la Palestine, nous avons un bloc assez hétérogène de différentes populations qui se sont mobilisées, qui sont en train de se politiser. Et contrairement à ce que certaines et certains peuvent dire, c'est pas un bloc qui est antifasciste, c'est pas un bloc qui est fasciste, c'est pas un bloc qui est antisémite. Excusez-moi, je suis fatigué. C'est plutôt une génération qui est prête à porter un combat décolonial et qu'on retrouve également dans les mobilisations antiracistes et qui sera, à mon avis, là partout la liberté partout en gros où la liberté humaine elle est bafouée, comme je le disais tout à l'heure. Et en tout cas, je voulais encore remercier du fond du cœur le Havre des Luttes et puis vous toutes et tous pour nous avoir écoutés et être venus aussi nombreux en pleine semaine dans cette belle ville du Havre. Voilà, merci beaucoup encore. Et je voulais vous demander si je peux vous...